The first idea was to build or to invent a new format, basically. I was trying to combine, a TV series feel mixed with a movie, mixed with a sketch. I was trying, at the end, someone can say, oh, it's just I don't know how you say it, like episode film. Yes, but maybe that's how we see it. I don't know, but to me it was more like, let's try to build something, with a different structure, and that's why I went all over the place, writing, one story here, one story there, and then I connected everything together. But it was also. It's hard to explain. I wanted to make something, like a free project, without any boring structures and stuff. Actually, the script was much more complex. Like, I had more stories, but then for budget reasons, I had to cut some stories and make it shorter, and But yes, it was like that. It was like, let's go, in the freedom zone. Not a fan. No, I'm not a fan. But just I grew up watching this. I cannot say I'm a fan. But yes, it's been on TV. When I was a kid, just like any puppet show or whatever. I'm a kid from the 70s, so yes. No, it's pretty simple now. They know my stuff. Basically, I write the script, and then we start with the producer. We start thinking about who should be this character and stuff. But then. It's pretty easy to bring them in, because it's not like a huge, very long shooting. It's usually short, so it's like they come to have fun a little bit, even if we work, and even if at the end of the day it's like shooting a movie. It's fun mostly for them. Yeah, good question. Actually, let's say everything is in the script, but sometimes, because you can feel the tone in the script, like the dialogues are precise, and the tone is here. But then sometimes when you shoot a scene, you don't find it immediately, so it depends. Like it's always different on every movie. With each comedian has different questions, and it's always different. But here, on this one, I don't remember asking something, specific to someone. I think everything was so clear. They were wearing these costumes. The dialogues were precise. We were like in the middle of nowhere around a campfire with a stupid car and, this weird basement. I mean, everything's there already. I don't remember directing so much. Yeah, it's a bit like a movie who knows it's a movie. So we're not pretending to be real or whatever. Like it's when you watch the movie, I guess everything's fake. It's a big joke, and so there's a connection between the audience and the film. And yes, it's about let's tell some stories. But yes, of course, I've been telling stories to my kids forever, and sometimes you press play, you don't know where you're going, but then you create a character, and then it becomes something, and then sometimes 1 on 10, most of the time it's bad. You create something that don't really work, and the kid is like, it's boring, Dad. But
you know, sometimes you find something and then you realize like, oh, it's a catchy story, you know, and I can tell my daughter is excited by the story. She wants to know the end. Visita mi canal. Yes, it's a bit, I mean, this movie is a bit like that. It's a bit like, hey, let's see what's the next story. ¿Está tonto o qué? Supongo que estará en modo de reconocimiento. Está explorando. Vale, pero que conteste, ¿no? ¡Eh! ¡Nor! ¿Qué haces? Igual no está haciendo nada. No se mueve. Oh, the robot has been created by the master of animatronics, named Gustav Hogan. You can find a lot about him online, everywhere. He's just the master of animatronics, like he's working on Star Wars and stuff. And I happened to contact him for The Fly, for my movie Mandibule, because first I thought The Fly was maybe an animatronic. But then after talking with him, we realized together that it was better to make The Fly into a puppet. This time I knew I needed a robot, and I called him, and by chance he was available, and he said, okay, look, like, yes, I can make a robot for you. Give me 2 months, and that's what he created. But then he started drawing some robots, and that's how we find the one I wanted. And then he had, like we say, carte blanche. I was so happy to get him doing this robot, because he's a pretty big deal. I just let him free, like just build the robot you draw, and make me happy. So this has been made by a French friend of mine called Olivier Afonso, and his team, of course. So they built the giant turtle. Olivier, the creator, is inside the turtle doing this. Funny, he had fun doing this, learning how to fight without any sight. That was funny. And the rat, Chef Didier, was also designed by Olivier, but we had a very solid reference. I wanted to basically make an homage to the rat from the movie Meet the Feebles. It's almost the same. I love this character so much, like I wanted to do something similar. Buenas noches, perdona. No, tú tranquilo, a mandar. ¿Tendrías algún somnífero por casualidad? No, no tengo. Ah, no. Vaya, qué lástima. Es que no puedo dormir y... She's been working with me for like 8 movies now. So we know how to work together. I trust her. Usually the process is very simple. We find some references. We hire someone to draw, you know, some set. We change the colors. We go back to the reference. And then we find the right thing. Yeah, it takes a while to find the right tone, but she's amazing at it. And this was her first time doing a sci-fi vibe. ¡Wow! Es lo más bonito que he visto en toda mi vida. Yeah, there's a lot of blood. Yeah, we had to buy this huge barrel of bloods. Nothing special to say about the blood. We had a lot of blood on this set, yes. ¿Bien todo? Sí, todo bien. Hola, hijo. Hola. ¿En qué estás trabajando? Estoy a punto de destruir un planeta enfermo. ¿Y qué planeta es? Ya te hablé de él. Es... La Tierra, el planeta de los locos.
Sí, muy bien, hijo. Siéntate bien. Pareces una llena. Perdona, papá. Yeah, it's the same. It comes from basically the stuff we were watching as kids in the 80s. So yes, it's something, you know, I noticed on TV. I can't explain why it's there now, but it's the same vibe. It's like, I think I see this movie like a compilation of my childhood, you know, visuals, the things we saw on TV, and the good stuff and the bad stuff too. Benoit, as you say, is a weird creature. You know, you can't really expect something different than Benoit being Benoit. You know, it's him. He's like this. The best you can get from him is the best Benoit. You know already. It's this type of actors. I don't know if you understand. Yes. Basically, when you hire Benoit, it's because you want Benoit to be Benoit. So you don't. Basically, you just, you give him the lines and you're like, go, do it. Je vous demande d'accueillir Quentin Dupieux. Salut, merci. C'est la première vraie projection avec des vrais gens. Donc déjà, On l'a annoncé avant, c'est assez exceptionnel puisqu'effectivement c'est la première fois qu'on pouvait voir le film en France. Donc merci beaucoup Quentin, Oui, merci en beaucoup France. Gaumont Merci qui nous a Gaumont. permis d'organiser cette avant-première. J'avais une première question pour toi Quentin, on s'est croisés juste avant, je t'ai vu avec une cigarette électronique et je me suis demandé est-ce que c'est le tournage du film qui t'a fait arrêter la cigarette et qui t'a mis à la cigarette électronique. Non, j'ai arrêté de fumer la vraie cigarette il y a très longtemps. Alors non, je pense pas que le film parle de la cigarette. Non je sais. Voilà. Après, Pourquoi t'as utilisé ce On peut développer sur le titre. Non, effectivement, non, c'est qu'en fait, dans la réalité, fumer, ça tue. C'est dangereux. Là, c'était pour vous expliquer que c'était un peu moins grave que la réalité. Dans mon film, fumer, ça fait juste tousser. Que tousser. Voilà. C'est une vision de la réalité moins grave que la vraie réalité. Non, bah déjà, bravo, parce que le film est vraiment excellent. Et j'ai vu très peu d'interviews de vous. Et je voulais juste savoir quelle était votre plus grande influence en termes de cinéma, quoi. Votre réalisateur préféré, peut-être, je sais pas. Ah, c'est hyper dur, non, parce qu'en vrai, cette question elle est compliquée, parce que soit je réponds pour faire genre et je donne que des noms de grands réalisateurs. On répond pas pour Ah faire non, genre, allez-y, ce soir, hein, Quentin. vraiment. Pour faire comme si j'étais hyper cinéphile et tout ça. Mais en vrai, les influences, c'est un magma de plein de trucs, y compris des trucs pourris. Ça va des bronzés. Mon film préféré, c'est Kickboxer, vous en faites pas. Je juge très peu. Kickboxer, c'est très bon. Non, j'en sais rien. Après, sur ce film-là, il y a des films qui ressortent. Évidemment, il y a Creepshow, il y a Meet the Feebles, je sais pas si tu connais. Excellent. Un de mes Voilà. films préférés. Ah, voilà. Tu vois, on La se comprend. VF, juste en VO ou en VF, les Feebles En VF. Merci. Voilà, on se comprend. Merci. Non, mais il y a les influences, il y en a partout en fait. Voilà. Je suis en train de lire Don Quichotte et je me demandais si ça vous avait influencé ou pas pour le film, dans le sens où il y a des histoires dans les histoires et j'ai trop aimé voir ça au cinéma. Ouais. Et qu'est-ce qui a donné cette envie de mettre des histoires dans l'histoire? Alors c'est pas Don Quichotte, c'est une envie de faire un nouveau format en fait. Bon, après effectivement les gens chiants vont dire c'est un film à sketch, mais c'est pas un film à sketch. Non, c'est ouais. Parce que c'est pas, y a pas 4 parties différentes qui se répondent pas. En fait, c'est des histoires incluses dans l'histoire, comme tu l'as vu. En fait, c'était une envie de changer un peu de format, en fait, de dérouler un film, mais qui puisse se barrer dans des films surprises. Un peu comme, je dirais, Le Fantôme de la Liberté, tu vois, de Buñuel. Je sais pas si tu connais ce film-là. Je sais. Voilà. Où en fait, d'un seul coup, un mec arrive dans une pièce et il raconte une histoire, et puis on écoute l'histoire, en fait, parce que voilà, c'est pourquoi pas, en fait. Il y avait une envie de changer de format. Voilà, de pas dérouler une histoire linéaire, bref. Donc c'est une narration qui te permet, qui donne plus de liberté en termes de scénario. Donc. Oui, alors moi la liberté, Oui, de toute façon, t'en la prends liberté, je la prends quoi qu'il arrive. Parce que je suis pas un bon scénariste, en vrai, moi je fais ce que je peux.
Mais du coup, voilà, je me sers de cette liberté pour proposer, plutôt que d'essayer d'être scolaire et de raconter une histoire comme il faut, en 3 parties, avec de la dramaturgie, etc. Moi, je m'amuse à être libre dans un chemin comme ça qui retombe sur ses pattes, j'espère. Ah, je trouve ça trop bien, parce que ça, finalement, c'est une autre manière de raconter une plus grande histoire. C'était une tentative de faire ça, voilà, de proposer un film qui soit pas un film à sketch bêtement avec 4 histoires qui s'enchaînent, mais voilà, un film à détour. Trop bien. Ça me fait plaisir. Attention, attention, nous entrons en zone spoiler. Merci de vous référer au timecode. Bravo. Je voulais savoir si Norbert a réussi à changer d'époque, du coup. T'as envie de savoir, hein? Bah non, ça c'est plutôt nous. Est-ce qu'on va réussir à changer d'époque? C'est un peu nous. Le film, c'est pas grave, mais nous, pour le coup, il va se passer des trucs, on sait pas. Est-ce qu'on va changer d'époque? Je sais pas, je suis pas certain. Nous sortons de la zone spoiler. Pas de vidéo. Quelle est votre source d'inspiration pour tous vos films, de manière générale? Est-ce que ça vient de la littérature? Est-ce que c'est du cinéma? Est-ce que c'est des délires entre potes qui font que les scénarios pop comme ça et vous écrivez ou... Voilà, enfin c'est... Tu veux dire comment j'écris ces trucs-là? Exactement, ouais. Non, je fais confiance à des idées inconscientes et puis j'essaye de développer. En fait, j'ai plein d'idées inconscientes qui me viennent et j'ai envie d'y croire. Je préfère ça plutôt. Enfin, j'ai des meilleures idées quand je réfléchis pas, en fait. Et ensuite, j'essaye de développer. Il y en a plein qui vont à la poubelle. Il y en a plein qui n'aboutissent jamais. Par exemple, Mandibule, c'était une vieille idée comme ça. Je voulais voir 2 mecs ouvrir un coffre et trouver une mouche géante. Il n'y avait rien d'autre. Voilà. Et comme un producteur a décidé de me faire confiance, un jour j'ai développé cette idée pour voir s'il y avait un truc au bout. Et puis il y avait un truc au bout, en fait, parce que voilà, mais ça n'arrive pas tout le temps. Parfois j'écris 20 pages et c'est une catastrophe, ça va nulle part et je vois que j'écris n'importe quoi. Voilà. Après, te dire d'où ça vient ces idées, j'en ai aucune idée puisque c'est de l'inconscient. Voilà. Mais en tout cas, je pars d'une idée inconsciente et puis après il y a du travail pour en faire un truc un peu solide. Sinon vous allez vous faire chier si c'est que un mec qui divague sur un écran, c'est pas intéressant. Enfin, j'imagine. Est-ce que dans votre processus d'écriture, il y a une vraie volonté de morale ou est-ce que c'est un délire qui finalement finit sur une morale sur la fin, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est une morale qui finit sur un délire finalement? Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je crois que je vois. Mais en fait, non, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, même en écrivant comme j'écris, c'est-à-dire avec des idées un peu comme ça qui viennent de nulle part, finalement, je parle de notre société et du présent et de ce que je vis. C'est très dur d'être complètement détaché et de faire un délire qui part de n'importe où. En fait, ça me rattrape. Mais tout ça pour te dire que en fait, c'est quasiment pas une volonté de ma part de mettre du sens dans ces films, mais malgré moi, en fait, ça contient tout un tas de trucs de notre époque, parce qu'en fait, c'est plus fort que moi, puisque je vis à cette époque, donc en fait, j'en parle. Ok. Voilà. Ok. Merci. Après, la morale, oui, non, j'en sais rien. Je sais pas ce qui est bien et mal, je sais pas. Mais pardon, mais typiquement sur la fin, par exemple, quand tu nous as partagé l'interprétation de cette fin et de Norbert qui reste sans fin, ça c'est quelque chose que tu avais dès le départ, pas tant la scène mais la finalité du film, de se dire bon. Hugo, tu t'en rappelles? Non. Je sais, non, parce que la fin c'est un sujet chez moi, c'est souvent un truc qui évolue au cours du film. En tout cas, le sens de la fin qui est. Non, ça a été inventé en cours de tournage. La fin qui était dans le scénario était bien plus faible et elle était un petit peu... En fait, je vous gâche le truc. Attention, attention, nous entrons en zone spoiler. Merci de vous référer au timecode. La première fin, il parvenait à changer d'époque. Voilà. Et c'était merdique, on arrivait dans les années 80 et c'est pour ça qu'il fumait des clopes et en fait tout allait bien, mais c'était vraiment faible par rapport... Voilà, je suis désolé, hein, je vous ai complètement... Donc on s'est rendu compte en cours de tournage que c'était pas intéressant d'aller vers ça. C'était un peu téléphoné et puis décevant. Donc voilà, j'ai fait un truc fermé, bloqué, qui tourne en rond, parce qu'en fait on tourne en rond. Voilà. Et c'était bien de ne pas donner d'espoir. Nous sortons de la zone spoiler. Pas de vidéo. Alors bonsoir. Déjà j'ai adoré le film, je vous suis depuis Réalité, je suis très très fan. Je suis très content. Je suis très content. Et ma question, suis-moi. C'était pas une question de scénario de réal, c'était plus une question de prod. Pour moi, ce qui est surréaliste, c'est pas seulement les films, c'est aussi le rythme de film. C'est-à-dire que j'ai l'impression depuis Au Poste, exception Covid, on a eu un Dupieux tous les ans. Et là, j'ai entendu parler que vous êtes été sur un autre film. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'un film, c'est très compliqué à faire. Ça peut être fatigant. Il faut avoir beaucoup de créativité. Et
Comment vous faites pour Tu vois que je suis fatigué, non? Oui. Surtout, c'est très rare pour un réalisateur de nous sortir un film tous les ans. Et je suis vraiment curieux du processus et en général de production, de réalisation, de tout. C'est tout le temps le même. En fait, quand je suis en train de terminer le tournage d'un film, j'ai une idée, une nouvelle idée, et puis je me mets à écrire, et puis après je suis en montage. En fait, tout ça, c'est une machine qui roule parce que j'adore ça. Il y a une petite boulimie en fait de faire ces films. Voilà. Après, t'as vu, c'est des films qui sont pas longs. Donc, je vais pas te mentir, c'est beaucoup de travail effectivement parce que je monte après, je suis tout seul en montage, etc. Mais j'y arrive et j'ai quand même le temps d'aller en vacances et de vivre, et de manger. C'est pas non plus dingue. Je fais pas 3 Inception par an, quoi. C'est un rythme qui est ok en fait. Voilà, qui est humain. Oui. Ok, merci beaucoup. C'est possible. Bonsoir, je voudrais savoir si Didier avait un lien de parenté avec Eric. Oui. À part, non, mais c'est mon amour de l'enfance. Voilà, c'est la version crade de Flatteric qui était tout mignon et tout nounours. Là, c'est la version dégueu qui bave, effectivement. Non, mais c'est un langage que j'aime beaucoup, effectivement. Ouais, c'est le seul lien de parenté, c'est que j'aime beaucoup moi ces espèces de marionnettes sans jambes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Alain donc Chabat, il n'a pas fait la voix, il a manipulé la marionnette en faisant la voix, en direct, comme dans les années 70, comme les mecs faisaient dans Sesame Street, par exemple. C'est pas du doublage, c'est Alain qui s'est amusé à faire vivre la marionnette. Il avait jamais fait ça de sa vie. C'est pour ça que c'est un peu merdique et que c'est drôle. Bonsoir Quentin. Du coup, moi j'avais une question par rapport aux musiques. Un jour sur YouTube, j'avais acheté un cactus, il poussait pas. Un cactus? Attends. Et en fait, j'ai tapé sur YouTube comment faire pousser une plante. C'est ça. Et j'ai trouvé Plantasia, qui avait un moment quand ils sont en campagne. Alors il y a au moins 8 morceaux de Plantasia dans le film. Moi, j'en connais que 2. Voilà, il y en a J'ai plein. écouté la version du Nord, mais ça m'a endormi du coup. Mon cerveau connaît, mais moi non. Bon, bref. Du coup, oui, j'avais une question par rapport aux musiques. Est-ce que tu les trouves, toi, dans des soirées ou des trucs comme ça, ou comme moi? Alors il n'y a pas Plantasia en soirée, tu sais. Il n'y a pas ça. Moi, ça m'est arrivé. Bon, bref. Non, c'est un peu le hasard. Ou t'as une équipe pour les musiques rigolotes, parce qu'il y a toujours des musiques rigolotes. Non, j'ai pas une équipe de musique rigolote. Je vais peut-être commencer à y penser. Non, j'ai pas d'équipe. Non, après c'est des morceaux qui tombent à pic. Là, je cherchais, voilà. Et puis quand j'ai compris que c'était de la musique pour les plantes, ça m'a rassuré dans cette espèce d'approche écologique, voilà, du film. Je sais pas, il y a un truc. Après, ça se fait. C'est un peu. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Ça marche ou ça marche pas et. Ça collait bien. Ça collait bien. Merci. Merci. C'est super. Non, écoutez, Plantasia, c'est un magnifique album qui a été conçu effectivement pour les plantes. C'est de la musique au synthétiseur pour faire du bien aux plantes. Tout d'abord, félicitations pour votre film, Monsieur Dupieux. Hyper sympa. Je pense qu'on a tous bien rigolé. Moi, j'avais pas une question, j'avais plutôt un cadeau pour vous. Je sais que vous avez besoin de vacances, que vous voudriez partir en vacances à Ramatuelle, dans une caravane, je le sais. Et j'aimerais simplement descendre pour vous donner ceci. Je pense que vous allez apprécier. C'est quoi? Si vous me permettez. Qu'est-ce que c'est? C'est un NFT. Ah bah viens. Bah super. Ah oui d'accord, non mais j'ai vu tes trucs que tu me les as envoyés sur Instagram. Super. C'est hyper bien, mais tu me le donnes du coup? Magnifique, je te dois pas d'argent. C'était pour vous poser une question sur la façon de bosser en fait avec votre casting et avec les acteurs sur le tournage, surtout au niveau de savoir s'il y a beaucoup de place à l'impro, savoir si vous avez pas mal de lectures ou répètes avant qui vous permettent de créer genre de nouvelles blagues à chaque fois, ou comment ça se passe dans votre process créa? Non, je suis pas hyper collaboratif moi sur l'écriture. C'est-à-dire qu'on on a un script et en fait il fonctionne bien. Après quand il y a un truc qui fonctionne pas, effectivement, moi je le remets en question. Je suis le premier à me censurer, à enlever des blagues si elles sont pas terribles, etc. Ou même d'autres, je taille mes dialogues sur le plateau. Mais non, c'est pas des plateaux d'improvisation, c'est plus après ils improvisent mais autrement, c'est-à-dire que le texte est respecté, mais ils improvisent dans leur façon d'exister. En fait, après moi je suis, je sais pas comment expliquer. Il y a beaucoup de liberté en fait dans la façon d'exister dans le film. Voilà. Par contre, le texte, les dialogues, c'est un truc auquel je tiens parce que c'est ça le langage du film. Et que pour avoir tenté quelquefois de laisser un acteur en roue libre sur 2-3 séquences, en fait, on sort complètement du langage du film et ça devient un peu, ça devient multilangage et ça devient n'importe quoi en fait. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai pas spécialement de requête des comédiens
il y a peu de comédiens qui réclament l'improvisation. En fait, quand le texte est bon, tout le monde est content d'avoir un texte. Mais par contre, j'aime bien que les comédiens s'amusent. Donc pour qu'ils s'amusent, il faut qu'ils soient un peu libres de vivre avec leurs gestes. Et voilà. Donc ça, oui, effectivement, il se passe des trucs à ce niveau-là. C'est dur à décrire, mais ça, c'est pas figé. Je me laisse surprendre par l'interprétation, en fait. Et puis quand ça va pas, je redirige, etc. Enfin, comme sur tous les films, j'imagine. Donc non, il n'y a pas d'impro, mais par contre, il y a du plaisir. Voilà. C'est pas un plateau nazi, quoi. Mais typiquement, par exemple, sur la Tabac Force, tu leur as montré l'intégrale de, je sais pas, de Senkukai ou de XOR ou de. Non, pas du tout. Non, Power Rangers ou. Pas du tout, parce que c'est pas le propos. En fait, non. Puis c'était pas. Il y a une scène de combat qui a été faite par des cascadeurs, donc en fait, oui, c'est pas Vincent Lacoste et Gilles Lelouch. J'ai un petit espoir. Non. En vrai, non. Le scénario, c'est la source, c'est le cerveau du film, et on est tous, on doit tous le développer en quelque sorte. Moi à l'image, eux à l'interprétation, et c'est ça qui donne des bonnes scènes ou parfois des scènes ratées, et on retravaille, etc. Voilà. Mais moi, je fais très peu de lecture à l'avance pour finir ta question. C'est pas un truc qui me passionne de filmer des comédiens dans une pièce, dans un bureau. Ça a plutôt tendance à me foutre le cafard. Voilà, je trouve pas ça agréable d'entendre mon texte dans un bureau. Cool. Pour rebondir un peu sur le casting, je voulais savoir comment tu l'avais fait celui-là, si un peu random pendant l'écriture, tu te disais bon bah tiens, je vais mettre Gilles Lelouch là ou Jean-Pascal Zadi ici. Enfin là, vu qu'il y a énormément de monde, comment tu processes le truc de mettre les gens sur tel ou tel rôle? Celui-là, réellement, c'est à la fin. C'est une fois que le script était bouclé avec le producteur. T'as pensé à personne pendant l'écriture? Si, pour quelques rôles. Mais je sais par habitude, je sais que ça évolue toujours en fait ces trucs-là. Donc ça fait un guide de penser à quelqu'un. Ça donne une ligne, et puis après, en fait, c'est bien que ça change et c'est bien que ça évolue. Donc voilà, une fois que le script était bouclé, on s'est amusé à envisager toutes les combinaisons et on a commencé à appeler des gens pour construire le film. Donc c'est pas aléatoire, mais c'est plus c'est pareil, c'est pour le script, c'est pour révéler le script en fait. On se dit qui serait super là-dedans et voilà. Ça, c'est pour tous tes films, ou tu as des films où quand tu écrivais certains rôles, tu avais déjà les comédiens ou les comédiennes? Oui, non, c'est jamais la même chose. Effectivement, le film précédent, j'avais écrit pour Alain Chabat et pour Léa Drucker. Voilà. Et puis les autres, je savais pas qui c'était, donc j'ai été les chercher ensuite. Ça change de film en film, en fait. C'est jamais la même formule. Et le Dain, par exemple, tu pensais tout de suite à Jean Dujardin? Pas du tout. Non. Le Dain, c'était d'abord écrit en anglais pour un copain américain qui s'appelle Eric Wareheim, qui jouait dans Réalité, qui fait le gros monsieur qui s'habille en femme. Je voulais le tourner aux US au début, ce film, avec Eric. Et puis finalement, je l'ai réécrit en français. C'est un script qui a traîné un peu dans quelques mains. Et puis finalement, c'est Jean qui l'a attrapé. Voilà. Elle est au téléphone, la meuf là. Elle gère la régie. Il y a plusieurs caméras, tu sais. Mais ouais, bosse beaucoup. Ah, elle parle au cadreur. Exactement. Zoom. Ouais, on monte en direct. Alors, j'aime beaucoup les libertés prises pendant le film et l'utilisation de l'absurde. Je sais pas où c'est. Pardon, je suis tout là. au fond. Voilà, super. L'utilisation de l'absurde comme expression et langage. Je me demandais pourquoi est-ce que, c'est peut-être un peu osé, mais pourquoi est-ce que le jeu d'acteur est exagéré? Est-ce que c'est fait exprès Le jeu d'acteur exagéré? Oui. Alors c'est marrant, j'ai pas la même lecture, peut-être qu'on n'a pas vu le même film. Le film est exagéré, mais j'ai l'impression que les comédiens jouent quand même un tout petit peu de manière naturelle. Ok. J'ai pas l'impression d'avoir fait un truc outré. Il y a des comédies qui sont tellement hautes en couleur. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu. En vrai, je me rends pas compte. Mais j'ai pas demandé aux comédiens, vas-y, surjoue. C'était pas l'idée. Okay. Généralement, moi, je tasse un peu pour que ça ait l'air un peu vrai et que ça sonne comme des situations réelles. Donc, je ne peux pas répondre à ta question parce que je crois que je comprends pas. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a tous une perception différente. Bonjour. Alors moi, je ne vous connais pas.
mais je suis ravie de vous découvrir. J'imagine qu'il ne faut pas tout vouloir expliquer dans un film, mais j'avais quand même une question vis-à-vis du sens. Ah, là, c'est perdu d'avance, mais vas-y. On essaye. Moi, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir un espèce de sens écologique, et j'imagine que ces 5 anti-héros qui sont, je sais pas, le mensonge, l'orgueil, le manque de confiance, la paresse et la naïveté, on va dire, qui représentent tous une sorte de défaut. Est-ce que ce sont finalement des incarnations ou une critique plutôt vis-à-vis de l'inaction écologique, ou pas du tout? Non, c'est beaucoup plus général. C'est un regard sur l'humanité qui est un peu tragique. Effectivement, je trouve pas que l'humanité soit glorieuse en ce moment. Mais là, c'est vraiment, je dézoome beaucoup. C'est-à-dire que je mets tout le monde dans le même sac. Il s'agit pas de dire lui il est bien et lui il est pas bien. Je trouve que tout est merdique. Mais j'en fais un truc rigolo. C'est pas je dénonce personne en fait, puisque je suis dans le sac aussi. Hein. Je suis pas, je me place pas. Je suis pas au-dessus du lot en fait. Je pollue. J'achète des fringues, j'ai une voiture qui fait de la pollution, je prends l'avion, je suis con, et puis voilà. Donc, et je fume. Donc bon. Donc c'est une critique globale. Ouais, très globale. C'est pour ça que c'est léger en fait. Parce que sinon après ça devient chiant. Si on commence à attaquer quelqu'un, ça veut dire qu'on se positionne comme quelqu'un de meilleur. Et c'est pas mon truc. Moi je suis dans le même sac que tout le monde. Je donne aucune leçon en fait. Je me critique autant que tout le monde, voilà. Ok, merci. Bonsoir. Je voulais savoir si les comédiens et si Hugo Sélignac ont directement adhéré au projet et quelles ont été leurs réactions et leurs retours au film. C'est intéressant. C'est compliqué, déjà je me rappelle plus, mais le producteur en général, donc ici en l'occurrence Hugo, voilà, le principe de faire lire à un producteur, c'est de faire avancer un projet, donc il avait forcément des critiques et des remarques pour faire avancer le projet. Donc j'ai oublié tout ça parce que ça commence à remonter. Puis entre-temps, on l'a tourné. Puis après, le film se transforme. Et puis, comme je vous l'ai dit, on change la fin en cours de route, etc. Donc en fait, c'est dur de se rappeler de tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a une collaboration. Le premier lecteur, donc en l'occurrence le producteur, apporte, puisqu'il a du recul sur ce qu'il est en train de lire. Il y a toujours une remarque ou deux qui font vachement évoluer le film, en fait. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Les comédiens... Pour le coup, oui. Gilles, par exemple, m'a poussé à changer de fin. Parce qu'on était en cours de tournage, on savait que la fin était un peu faiblarde et qu'elle n'était pas inspirée, et c'était vrai. Et là où les autres avaient tendance à s'en foutre un petit peu. Voilà, Gilles, il s'est permis de me dire, franchement, les textes sont super, la dernière scène, t'étais pas inspiré, vas-y, réécris un truc. Voilà, donc après, quand on travaille sur le plateau, il y a aussi Enfin, on échange, effectivement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de collaboration au sens où on se voit pas 3 mois avant tous pour réfléchir, etc. Mais quand on fabrique, on se rend bien tous compte que quand une scène fonctionne ou pas, voilà, donc après c'est très difficile de se rappeler, puisque entre-temps il y a eu l'écriture de 2 autres films, je suis en tournage, donc tout ça c'est des souvenirs, mais je sais que oui, ça existe. Je suis pas tout seul dans ma bulle à écrire un film. Effectivement, j'écoute les avis de tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Ça veut pas dire que j'écoute tout le monde, hein, mais... Déjà, bravo pour ton film, et que j'ai bien kiffé. Également, Incroyable mais vrai aussi, que j'ai trouvé bien cool. Je te vois pas. Je suis juste là à ta droite. C'est ça. Ou à ta gauche, je sais pas. Du coup, je voulais savoir, j'ai vu qu'il y avait un peu d'horreur dans ce film-là, du moins j'ai remarqué, aussi dans Incroyable mais vrai. Et je voulais savoir si, est-ce que ça te brancherait de faire aussi de l'horreur vraiment assumée? Très bonne question, puisque depuis que je fais des courts-métrages, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des courts-métrages moi à 16-17 ans, voilà, j'avais toujours pour objectif de faire un film d'horreur, mais en fait, je commençais à écrire un film d'horreur et puis ça déviait sur des mecs qui discutent dans une cuisine. Donc il y a un truc, effectivement, moi je viens de ça, c'était ma culture, le film fantastique, les trucs Z, etc., le gore, évidemment, j'ai grandi avec ça. Mais j'ai toujours essayé d'y aller, puis en fait, il y a un moment où ça m'intéresse pas. Par exemple, quand je fais Rubber, je suis certain d'avoir envie de faire un film d'horreur avec un pneu qui tue des gens. Et puis en fait, je commence à l'écrire, et puis en fait, ça me suffit pas. C'est-à-dire que je trouve pas ça satisfaisant en fait de faire juste un film d'horreur. C'est une sensation, c'est un créneau qui m'ennuie très vite, donc je dévie, et puis en fait, ça donne ce que tu as vu, si tu l'as vu. Voilà. Donc non, en vrai, je pense que ce serait ça ne m'irait pas, déjà je sais pas le faire, et puis un vrai film d'horreur, faut avoir envie de filmer des trucs horribles pendant 2 mois, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que moi très vite, c'est un truc je préfère rigoler plutôt que de filmer une nana qui se fait égorger, en vrai. Ouais. Voilà. Donc en fait non. Merci. Bah, ma question rejoint un peu celle qui vient d'être posée, parce que c'était aussi sur le cinéma d'horreur. Donc on Oui. sent que dans tous les films d'avant, il y a toujours eu cette volonté de mettre un peu des éléments gore très série B. Et j'ai trouvé que dans celle-là encore plus, et le fait d'avoir plein d'histoires permettait de mettre plein d'effets différents entre des aliens géants, des vaisseaux spatiaux. Et un tout mec ça. qui se fait broyer, ouais. Voilà aussi. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis pendant l'écriture? Est-ce que tu réfléchis déjà au moment où tu vas le filmer? Est-ce que ça va te faire marrer? Ou c'est à la fin quand t'écris, t'es content d'avoir écrit ça pour pouvoir le mettre en scène? Comment te dire? Non, mais c'est là. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est là. C'est vrai que c'est très présent dans mon cinéma. Moi, j'ai appris le cinéma avec ce cinéma-là. Donc, j'ai même pas à réfléchir. En fait, là, je voulais faire un truc un peu affreux. Je voulais faire un truc un peu harakiri qui raconte des histoires affreuses. Forcément, ça allait passer par les entrailles. Voilà. Mais encore une fois, je trouve pas qu'il y ait une image dans ce film qui soit horrible où on se cache les yeux en fait, voilà, parce que ça c'est un truc qui m'intéresse pas. Moi j'ai envie de vous faire marrer, donc en fait c'est de l'horreur super light. J'ai pas ce truc, j'ai pas cet amour du choc. C'est un truc qui m'intéresse pas. Le choc au cinéma, filmer un mec qui se fait couper en deux mais que ce soit atroce, ça me ressemble pas. Là ça me ressemble, c'est-à-dire que il y a un mec qui se fait trancher dans une machine mais c'est rigolo. Et donc, est-ce que c'est pareil dans ce que tu vas regarder toi? C'est-à-dire que quand tu disais que tes influences c'était quand même ce monde-là de l'horreur, est-ce que c'était toujours de l'horreur quand même un peu comique c'est quand j'avais 15 ans là, je te parle de quand j'ai regardé tous les films des années 80, 90, les films fantastiques d'horreur. Je les regardais au premier degré bien sûr, mais aujourd'hui là moi je suis un peu plus vieux. Et donc je sais ce qui me fait plaisir, je sais ce que j'ai envie de communiquer aux gens, c'est de la joie et donc non, voilà, je sais que spontanément, même si tu me forçais, je n'y arriverais pas. C'est-à-dire que je pourrais pas faire un film horrible. Donc je fais des trucs horribles, mais qui sont marrants en fait à regarder. Ben, ça marche très bien, merci. Merci beaucoup. On va prendre une question devant. Bonsoir. Merci pour le film, j'ai très rigolé, franchement. Et j'avais une petite question, comme ça, c'est inutile peut-être, mais c'est peut-être un peu drôle. Bah vas-y. Est-ce que vous avez des petites anecdotes en fait du film, un peu au moment de tournage, vu qu'il y a vraiment des moments où j'ai trouvé ça vraiment drôle. Peut-être que ça allait être encore plus pendant le film, enfin, quand on a tourné, je veux dire. Alors c'est sûr, c'était joyeux. Attends, des anecdotes. Non, mais il y en a plein. Putain, c'est compliqué là. Tu me prends de court. Moi, j'ai le plus rigolé sur la scène justement du broyage. Est-ce qu'il y a une anecdote de là? On parle d'un point. Comme ça. On y arrive peut-être mieux. Non, alors là tu me bloques. Non, c'est sûr, il y a des anecdotes. Ouais. Après, faut pas s'imaginer que c'est quand même des plateaux où on travaille parce que c'est des films qui se tournent en 7 semaines à peu près, ce qui est assez court. Donc en fait, c'est des journées où il y a beaucoup de travail. Donc effectivement, on se marre. Mais si je te dis ouais, on s'est marré pour ça, en fait, tu vas me dire c'est nul en fait ton anecdote. Ok. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis désolé. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a des trucs, mais ils me viennent pas tout de suite et ça va faire ramer la soirée. Et ça c'est dur comme question, hein. C'est un peu comme de dire raconte-nous une histoire, c'est pas... allez, on prend encore une ou deux questions. Allez, jeune homme ici. Ça riait un peu, comme on n'était pas là nous, on n'a pas vu. Est-ce que c'était rigolo? C'était quoi le... Ouais. Bonsoir. Vous êtes marré, bon, déjà ouais. Ça c'est bien, c'est rassurant. C'était très drôle. Moi je suis très fan de votre univers et je trouve que vous avez une esthétique et une photo qui réunit un peu tous les films. Et je me disais, est-ce qu'il existe un Quentin Dupieux Cinematic Universe où un jour vous allez récupérer des personnages dans vos anciens films ou... Je sais que vous n'aimez pas trop faire de suite, en tout cas vous n'en avez jamais fait, mais est-ce que piocher des personnages et faire un film qui mixe, est-ce que c'est quelque chose qui... Tous les personnages des films? Ouais. Non, pas tous, mais peut-être un jour dire, je sais pas, je prends des personnages et je continue l'histoire ou je sais pas. Bah non mais pourquoi pas, mais je pense que si j'en arrive à ce moment-là, je pourrais pas m'empêcher de me dire ah t'as plus d'idées en fait. Tu vois voilà, je pense que si je commence à me recycler comme ça, c'est que j'ai plus rien de neuf à proposer peut-être. Ou peut-être pour faire plaisir aux gens qui ont suivi. C'est ça, mais vous n'êtes pas assez nombreux. C'est-à-dire que si vous étiez 2,5 millions, ce serait super, tout le monde comprendrait la blague. Mais si demain je sors un film avec Benzen, le mec de Mandibule et je sais pas qui, ça va résonner chez trop peu de gens. Ok. Mais peut-être un jour, non, je sais pas. Pourquoi pas, j'en sais rien. Après, l'idée de la suite et tout, c'est compliqué, c'est un truc compliqué. Tu fais une suite quand tout le monde le demande, en fait. Voilà. Non, c'est pour ça.
Non, moi on veut m'éteindre plutôt. Hein. On me demande pas de. C'est moi qui force pour faire des films. Allez, on va prendre la dernière question. La dernière pour finir en gaieté. Alice, vas-y, je te laisse choisir. Oh, merci et bravo pour ce film. Oui. Très, très amusant, très divertissant. J'aurais une question. Bah, du coup, c'est le principe, évidemment. Tu as une question. Non, c'est Oui. au présent, tu as une question. C'est ça. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma aujourd'hui? En tant que quoi? En tant que réalisateur, par exemple. De tourner 1000 trucs en fait. T'achètes une caméra à 200 balles ou un téléphone et puis tu fais que tourner des trucs. Et tu montes sur ton ordinateur. Moi j'ai commencé comme ça mais avec un matériel vraiment pourri qui était très compliqué. Donc j'estime aujourd'hui que la technologie permet en fait, tu peux tourner, monter sans arrêt, sans que ça te coûte que dalle. Si tu as 2-3 copains qui te suivent, c'est le seul conseil valable. C'est de tourner 1500 trucs pourris et un jour tu vas faire un truc bien et ça sera super. Voilà. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai fait et ça a très bien marché. Il faut tourner des trucs pourris. Et vous pensez qu'on peut tourner des trucs pourris en faisant des longs métrages? Un long métrage pourri, par exemple? Bien sûr, bien sûr, pourquoi pas. Mais après, il faut être prêt à te le prendre dans la gueule. Tu vas faire un long métrage pourri, tu vas le montrer à des gens, ils vont te dire c'est pourri. Faut être prêt. Il y aura toujours des producteurs pour les acheter. Pourquoi pas. Moi, je vais juste rebondir, désolé sur cette question, je trouve qu'elle est marrante. Message d'espoir. Non, mais c'est marrant parce que on est de la même génération, une époque où évidemment il n'y avait rien de digital. Oui. Monter un film, c'est quand même une petite aventure, fallait choper une caméra, le montage, j'en parle même pas, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais eu le même parcours si tu avais eu 20 ans en 2020, en gros, globalement? Ou est-ce que ça aurait eu une influence, tu penses, l'hyper-accessibilité à toutes les technos qu'on n'avait pas à l'époque aurait pu changer un petit peu Non, après, c'est pas faux. J'aurais peut-être eu moins envie si ça avait été moins un challenge, en fait, parce que c'était effectivement une galère. Le montage, c'était avec 2 magnétoscopes, c'était la misère, c'était vraiment la préhistoire. Et peut-être que le challenge de réussir ce truc-là, qui n'était pas gagné et qui était chiant d'accès, peut-être que ça a motivé aussi, que ça m'a motivé un peu plus qu'aujourd'hui, on peut monter sur son téléphone en étant dans le métro ou je sais pas quoi. Il y a un côté un peu l'outil, il est un peu moins sexy puisqu'il est là dans la poche et on s'en fout en fait, puisque c'est facile, tout le monde là. On peut faire un effet 8 mm. On peut intégrer des explosions. On peut faire tout un tas de trucs, des fonds verts. Tout ça, c'est hyper facile à faire aujourd'hui avec la technologie. Peut-être que du coup, c'est moins excitant. Voilà, effectivement, moi j'avais une caméra pourrie, l'image était horrible, le montage c'était une galère, il fallait le refaire 12 fois, la bande s'usait, l'image était de pire en pire. Il y avait peut-être un truc un peu, voilà, il y avait peut-être une quête un peu plus marrante, mais en même temps, tout ça c'est que des outils en fait, je pense qu'on s'en fout dans le fond. Je pense que ça change. Non, je pense en vrai que ça change rien, c'est pas l'outil qui fait l'artiste, on le sait bien. Ça change rien. En vrai, ça change rien. C'est une belle conclusion, ça, c'est pas l'outil qui fait l'artiste. Bravo. Ça change rien. On dirait une chanson pourrie, ouais. Merci beaucoup, Quentin. Merci.